Bonjour à tous, il est 8h30, on est jeudi. Vous êtes sur la page Facebook du CJD et évidemment, on vous en remercie. Vous le savez, tous les mardis et jeudis, CJD a décidé de se mobiliser, d'essayer de vous donner de l'info à vous qui êtes dirigeants et qui traversez une période, comme tous les Français, mais vous aussi en tant que dirigeant, une période extrêmement compliquée. Vous avez des inquiétudes, des interrogations pour vous-même, pour vos proches, pour vos entreprises, pour vos salariés. C'est franchement compliqué ce que vous êtes en train de vivre, ce qu'on est en train de vivre, mais vous aussi. Et donc, on cherche à vous donner de l'information. Ce matin, on va prendre un sujet qui a pas mal de hauteur, et puis on va essayer de redescendre un peu, qui est celui de la cohésion sociale à l'épreuve du Covid-19. On va s'intéresser en quoi cette crise sanitaire, est-ce qu'elle impacte la société française, comment est-ce qu'elle impacte le monde du travail, et puis aussi comment est-ce qu'elle impacte les entreprises, et donc la vôtre. C'est un vrai sujet. Quatre invités pour en parler ce matin. Un consultant et ex-syndicaliste, un spécialiste des relations sociales, un DRH, et puis un entrepreneur qui va bientôt être le futur vice-président du CJD. Je vous les présente tout de suite. On commence avec Denis Maillard. Denis, où est-ce que vous vous trouvez et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonjour, je me trouve tout simplement, comme beaucoup de Français, chez moi, confiné. Je suis parisien, donc voilà, à Paris. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis consultant en relations sociales, et je cherche, à partir du point d'observation que j'ai sur les entreprises, à essayer de comprendre les évolutions des relations sociales, les évolutions du travail, et j'en fais quand c'est possible, des articles, des livres. Et notamment récemment un livre qui était sur la crise des Gilets jaunes il y a un an, et plus récemment, là, une note pour la Fondation Jean Jaurès sur, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, ces travailleurs invisibles et l'utilité sociale du travail. Merci Denis. Franck Herzberg, vous êtes DRH du groupe Vive. Où est-ce que vous vous trouvez actuellement et dites-nous un petit mot un petit mot du groupe Vive. Bonjour, je suis actuellement confiné chez moi, bien évidemment, à Bordeaux. Je suis DRH du groupe Vive, vous l'avez évoqué. Le groupe Vive, c'est un groupe mutualiste de protection sociale qui, à la fois, assure une protection sur la santé de nos concitoyens, mais aussi assure une permanence de soins et d'accompagnement social, notamment aujourd'hui et particulièrement au travers de nos EHPAD ou de nos établissements de soins. Merci beaucoup. Jean-Claude Mailly, on vous connaît bien, vous êtes consultant aujourd'hui, vous avez longtemps dirigé, été le secrétaire général de Force ouvrière. Où est-ce que vous vous trouvez actuellement, Jean-Claude? Comme d'autres, je suis confiné sur Paris, chez moi, où j'ai été effectivement secrétaire général de FO de 2004 à 2018. Et aujourd'hui, j'ai monté ma structure et je travaille en partie avec un gros cabinet qui s'appelle Alixio. Et je travaille également assez activement dans un think tank qui s'appelle Sinopia, où on travaille notamment sur le déconfinement en ce moment. Et je suis aussi administrateur d'une société où on est en train de monter un fonds pour investir sur des critères sociaux. Écoutez, un programme riche et donc une vie après le syndicalisme, on le savait déjà. Julien Oui, Leclerc, vous êtes entrepreneur, vous êtes futur vice-président du CJD. Où est-ce que vous vous trouvez actuellement? Au fin fond de la campagne, au pays du magret, du foie gras et de l'armagnac qu'on oublie souvent. Je suis dans mon salon, voilà, vous l'avez dit, je suis chef d'entreprise, j'ai 2 enfants en garde alternée, je suis essayiste et engagé dans l'associatif depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis président d'une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, et donc en juillet prochain, je prendrai la vice-présidence du CJD France. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite rentrer. Alors, je vous rappelle, vous êtes sur la page Facebook du CJD. Vous pouvez liker, vous pouvez faire des commentaires. On est en direct, donc si vous voulez nous poser des questions, il suffit de mettre un petit commentaire. Vous posez votre question, on pourra la prendre à l'antenne et donc je pourrai me faire le relais des questions que vous avez envie de poser à nos intervenants. Et puis, ce live sera aussi visible en replay à partir du milieu de la matinée, quelque chose comme ça. On commence tout de suite avec vous, Denis Maillard. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Une colère française. J'ai envie de. Alors, livre qui parlait des Gilets jaunes, la colère française à l'époque des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, on en parle un peu moins actuellement. Ceci dit, la question reste. Ma question, Denis Maillard, est-ce que cette colère française, est-ce que, au travers de cette crise sanitaire, est-ce que la société française est toujours autant en colère? Est-ce que cette crise confirme cette colère?
Est-ce que c'est ce regard que vous avez aujourd'hui sur cette crise sanitaire? Comment dire, je pense que d'abord, il faut être assez modeste par rapport aux événements qui nous arrivent et plutôt enregistrer ce qu'on peut observer. Ce que j'observe, si on parle des Gilets jaunes, et puis après, j'aurai d'autres observations, en fait, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que les classes dangereuses restent des classes laborieuses, puisque ceux dont on attendait la révolte sont ceux qui aujourd'hui travaillent. Les Gilets jaunes, majoritairement, sont ceux qui sont aujourd'hui sur site, qui sont restés au travail et non pas en télétravail. Ça, c'est la première chose. Après, par rapport aux colères françaises, moi, je vois un paradoxe quand même sur lequel j'aimerais insister, c'est que on vivait tous avec l'idée que la société était dominée par l'économie, était dominée par un capitalisme totalement ultra puissant. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'économie a mis un genou à terre, et un genou à terre face à la santé, aux soins, au bien-être. Et si on va plus loin, je pense que c'est précisément parce qu'on est une société qui nous préoccupons, notamment des personnes âgées, alors peut-être pas comme il faut, peut-être pas suffisamment, mais on s'en préoccupe. C'est parce qu'on se préoccupe des personnes, notamment qui ont des maladies chroniques, c'est-à-dire des personnes les plus fragiles, que nous sommes dans la situation dans laquelle nous trouvons. Et je pense qu'à la fin de la pandémie, on s'apercevra que si nos pays, je pense à l'Italie, je pense à la France, payent un si lourd tribut à cette maladie, c'est précisément parce qu'on est une société où l'espérance de vie s'est allongée et la maladie frappe prioritairement les plus vieux. C'est nos sociétés aussi qui protégeons les plus fragiles, et la maladie touche des personnes qui ont des maladies chroniques. Chose qu'on ne va pas trouver dans des pays pauvres, dont on pourrait penser qu'elles seraient ravagées. Alors peut-être qu'elles le seront, mais en tout cas aujourd'hui, les chiffres qu'on a montrent que si on prend des pays très pauvres comme le Kenya, l'Afrique du Sud, c'est parce qu'ils ont une espérance de vie, un âge moyen très jeune, qu'ils sont moins touchés. Et malheureusement, c'est aussi parce que les malades chroniques sont peu protégés qu'il y a des chiffres de mortalité beaucoup plus faibles que chez nous. Voilà, c'est ça que je voudrais retenir au départ, c'est ce paradoxe assez particulier de la crise. Merci Denis Bayard. Jean-Claude Mailly, même question. Qu'est-ce que cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle confirme ou qu'est-ce qu'elle révèle sur la société française d'aujourd'hui? Elle révèle deux choses selon moi. La première, c'est que tout le monde se rend compte qu'on ne maîtrise pas tout. Et comme vient de le dire Denis, on économie super puissante, etc., met un genou à terre avec une crise sanitaire qui a surpris tout le monde d'une certaine manière. Et la deuxième chose, je pense qu'elle montre les faiblesses de l'État français. Et quand je dis les faiblesses de l'État français, dans son organisation en tant que telle. Moi, je suis un républicain, attaché aux valeurs républicaines, y compris l'égalité de droit, mais on voit très bien que dans cette période, on ne s'est pas planifié, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, notamment sanitaires, et quand on ne sait pas planifier, il faut savoir expérimenter, déconcentrer et décentraliser. Et ça, on voit que ça pose beaucoup de problèmes dans notre pays. Donc, je pense que l'un des éléments, ce n'est pas le seul, bien entendu, mais l'un des éléments de sortie de crise, ce sera une réforme de l'État français. Merci Jean-Claude Mailly pour cette première explication. Franck Herzberg, même question. Crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle révèle, qu'est-ce qu'elle confirme, selon vous, de la société française? Elle nous montre prioritairement l'importance de la société du lien, plus que la société du bien, pour jouer sur les mots. L'importance que nous avons et que nous accordons aux rapports sociaux entre nous, le rôle que l'entreprise, on va en parler plus tard, joue justement dans cette sociabilité, elle nous le démontre et elle nous le confirme. C'est un peu, si j'ose un parallèle, c'est un peu comme un exercice en ophtalmologie, un contrôle de la vision. Au sens littéral, il y avait des choses que l'on savait et que désormais on voit mieux, les contrastes de notre société, une société profondément fracturée,
je ne vais pas reciter le titre de Jérôme Fourquet, l'archipel français, mais nous ne sommes pas tous égaux face à cette crise, c'est une évidence. Et au sens plutôt figuré, c'est un contrôle de la vision vers où nous voulons et vers où nous souhaitons aller. Et je crois qu'elle nous permet de nous poser ces questions assez essentielles dans un moment fortement dramatique. Elle nous montre aussi le rôle de l'État, y compris pour les entreprises que nous sommes, la manière dont aujourd'hui un salarié sur deux est accompagné par l'État dans les situations de chômage partiel. Elle nous montre le rôle de l'État et sa faiblesse à la fois, comme vient de le dire Jean-Claude Mailly. Et elle nous montre enfin que les exercices théoriques de management sur le monde VUCA, le monde incertain, ces exercices théoriques, quand ils sont mis en pratique, nous ne savons pas manager, si je me permets ce terme, manager l'incertitude, et que pour manager l'incertitude, il y a avant tout ce que Victor Hugo appelait la responsabilité est un labyrinthe. Pour manager cette incertitude-là, c'est avant tout un exercice profondément collectif, et on retrouve, au contraire de la crise des Gilets jaunes, le rôle des corps intermédiaires, je trouve. Le CJD en fait la démonstration aujourd'hui, mais le rôle des corps intermédiaires qui sont fondamentales en ce moment et surtout pour la gestion de crise qui nous attend. Merci beaucoup pour cet éclairage. Julien Declercq, même question. Quel regard vous portez sur cette crise sanitaire? Qu'est-ce qu'elle dit, selon vous, de la société française actuelle? Deux choses principales à mon sens. La première vient confirmer ce qu'on avait complètement lu et entendu sur les dernières contestations. On a parlé des Gilets jaunes, je rajouterai la réforme des retraites aussi. C'est un grand besoin de lien social, un grand besoin, une grande envie même de vivre ensemble. Je crois que si on peut retenir d'abord une leçon de ce qui se passe, c'est cette immense envie de conserver un lien entre nous. Et la deuxième chose, c'est que je ne suis pas hyper en phase avec cette expression de l'économie qui met un genou à terre. Je trouve au contraire que l'économie, là, prend tout son sens et en tout cas trouve sa voie. Je pense que l'économie qui met un genou à terre, c'est l'économie qui n'est au service que de l'économie. Et je crois qu'on est en train on a la validation de quelque chose dont on est assez convaincu au CJD depuis un moment, c'est que je ne sais pas le temps que ça prendra, si c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, mais il y a un jour, dans pas trop longtemps, où il n'existera plus d'entreprise qui n'a aucun rôle citoyen. Et je crois qu'on en a un très large aperçu en ce moment. Merci beaucoup, Julien Declercq, pour cet éclairage. Denis Mailly, sur le monde du travail, Denis Maillard, vous nous disiez, pas Denis Mailly, Denis Maillard, vous nous disiez qu'il y avait une sorte de contradiction, parce que les Gilets jaunes, c'est aussi cette classe laborieuse qui actuellement fait tourner l'économie et les biens essentiels, c'est bien grâce à eux. Qu'est-ce que ça révèle, cette crise du monde du travail aujourd'hui en France? Je crois que ce qu'elle révèle, c'est extrêmement intéressant parce que c'est la première fois, je crois, qu'on voit la classe de service dont on avait plus ou moins conscience dans l'économie telle qu'elle s'était reconfigurée avec la mondialisation, qu'on la voit apparaître de cette manière. Au moment des Gilets jaunes, si je reviens un moment là-dessus, ce qu'on avait vu, c'était venant des territoires périurbains se soulever une partie de ce que j'ai appelé le back-office de la société, c'est-à-dire toute cette classe de services qui vient dans la chaîne de valeur et la chaîne de production servir toute cette infrastructure logistique, de vente, commerciale, domestique, du soin, etc., toute cette classe qui vient servir et qui fait tenir la société, on avait vu une partie de ce back-office se soulever. Là, je crois qu'on a, quand tout le monde rentre chez soi et quand tout le monde se confine, ceux qui restent, ceux qui font tenir la société, ceux qui font qu'on peut, chez nous, continuer à vivre tant bien que mal, c'est parce que ces gens-là continuent à travailler. Et que pour la première fois depuis la fin, je crois, de la grande classe ouvrière telle qu'elle était dans la mystique du mouvement ouvrier, on voit réapparaître une classe dans toute sa complexité, que j'appelle back-office,
mais pour bien montrer qu'elle est ce qui vient soutenir, elle est cette infrastructure qui permet à cette société de se maintenir, de se poursuivre, de se continuer jour après jour. Et donc, pourquoi je dis qu'on l'aperçoit mieux qu'on ne le voyait pendant les Gilets jaunes, c'est que, en fait, pendant la crise des Gilets jaunes, on s'était posé la question de savoir pourquoi des gens de banlieue, par exemple, qui pouvaient vivre dans des conditions matérielles comme les gens du périurbain et qui s'étaient rassemblés autour des ronds-points, pourquoi ils n'avaient pas rejoint cette mobilisation-là. Là, on voit vraiment que l'aide-soignante de la banlieue de Périgueux, par exemple, et l'aide-soignante qui vit en Seine-Saint-Denis, finalement, elles ont quelque part le même type de métier, elles vivent le même rapport au travail. Ce qui diffère, c'est les conditions de vie, c'est les questions d'identité, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue social, d'un seul coup, une fois qu'on a enlevé beaucoup de monde et qu'on leur demande d'être en télétravail ou malheureusement en chômage partiel, reste cette classe de service. Et je crois que c'est extrêmement important de l'apercevoir. Et maintenant, toute la tâche, ça va être de penser cette unité, c'est de penser c'est quoi la politique et c'est quoi la défense de cette classe qui va avec. Jean-Claude Mailly, cette classe de service, vous la découvrez pas, vous l'avez très longtemps défendue. Est-ce qu'il y a quelque chose de neuf pour vous un peu dans ces rapports de classe avec cette crise sanitaire? Est-ce que ça révèle des choses nouvelles sur le monde du travail? Ça révèle surtout qu'une partie de ces salariés dont on parle peu d'habitude, voire que alors je vais envoyer un mot un peu fort, mais qui ont parfois le sentiment d'être méprisés et oubliés, sont indispensables au fonctionnement minimal d'une société. C'est vrai pour les caissières des supermarchés, c'est vrai bien entendu pour le personnel soignant, mais c'est vrai pour les caissières, c'est vrai pour les éboueurs, c'est vrai pour toute une série de fonctions considérées aujourd'hui comme indispensables. Si ces gens-là ne travaillaient pas, on ne pourrait pas manger, par exemple, même si aujourd'hui on commence à avoir des problèmes de faim dans pas mal de villes dans notre pays. Donc, on voit bien tous ces discours aujourd'hui, après il faudra revaloriser, rediscuter de ces fonctions, etc. On verra d'ailleurs. Moi, par définition, je suis optimiste. Quand on milite, on est par définition optimiste, c'est qu'on pense qu'on peut changer les choses. Et ça n'empêche pas aussi d'être lucide. Et Julien disait tout à l'heure, à juste titre, demain, il faudra que l'entreprise citoyenne, ce dont on parle, l'entreprise évolue, mais il faudra surtout faire attention. Je considère qu'il y a 3 phases dans cette crise. Il y a la première phase que l'on vit, qu'on a vécue, c'est l'arrivée de la pandémie et le confinement. Il y a la deuxième phase qui va être, alors la pandémie, on va voir comment elle évolue, mais qui sera la phase du déconfinement et de la reprise progressive des activités. Et il y aura la troisième phase qui risque d'être assez douloureuse, qui peut être à la fois une crise économique, une crise sociale, une crise humaine. Et il ne faudrait pas qu'à la fin, on retrouve le même système qu'avant ou pire, ce qui n'est pas impossible d'une certaine manière. Donc, il va falloir que tout le monde se bouge pour qu'effectivement les choses changent. Mais Denis appelle ça le back-office, oui, je suis d'accord, mais ce back-office, en fait, où ces gens qui sont méprisés, etc., on en parlait surtout ces dernières années concernant ce qu'on appelle les galériens du numérique. Ceux qui travaillent pour certaines entreprises aux Philippines, en Inde ou n'importe où, c'est ceux-là qu'on voyait. Or, ils ne sont pas seuls, il y en a d'autres aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly. Franck Herzberg, sur cette question de l'utilité sociale qui est réinterrogée, on se rend compte qu'il y a des salariés qui sont, enfin on se rend compte, on le voit de façon extrêmement aiguë actuellement, qu'il y a des salariés qui gagnent pas bien leur vie, qui ont des conditions de travail difficiles, et c'est ceux qui font tourner l'économie aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce paradoxe? On parle beaucoup dans nos organisations de la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Et l'idée que ça m'inspire, c'est qu'il y a une vraie différence dans l'économie que nous connaissons entre la performance prescrite et la performance réelle. Les entreprises parlent beaucoup de performance. Nos organisations recherchent toutes de la performance.
Nous avons une idée parfois assez théorique de la performance attendue et on voit bien que la performance réelle, celle qui aujourd'hui soutient notre société, comme ça vient d'être expliqué, et a sans doute beaucoup plus de valeur que la performance qu'on pouvait lui accorder. Et quand on parle de performance en management, hein, je suis DRH, je parle un peu de management. Quand on parle de performance en management, on parle inévitablement de la question de la reconnaissance. Il y a des systèmes de reconnaissance. Ces systèmes de reconnaissance, on parle souvent du salaire, on va parler du pouvoir d'achat, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi bien évidemment les niveaux de protection sociale qui sont importants. Et là, on voit tous que l'on soit indépendant, salarié, fonctionnaires et autres, les questions de protection sociale se posent aujourd'hui dans une crise sanitaire comme la nôtre. Les amortisseurs sociaux se posent aussi, et ça on revient sur la question du rôle de l'État, se pose aujourd'hui. Donc ce qui est inspirant pour moi, ça sera vraiment d'interroger quel est l'apport de chacun dans la robustesse de la société qui est la nôtre. Et donc, nous aurons un ajustement forcément à mener sur la reconnaissance de ces travailleurs-là, sur la limitation des précarités. Et puis surtout, nous sommes confrontés aujourd'hui dans nos organisations, quand Denis parle du périurbain, on voit bien toutes les fractures qui sont révélées aujourd'hui. J'évoquais tout à l'heure la profonde hétérogénéité du monde du travail. Regardons la différence entre une petite entreprise et une grande entreprise sur la capacité à absorber le choc de la crise. Regardons les fractures numériques, l'aménagement du territoire aujourd'hui qui est fortement questionné entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas télétravailler, et pas seulement pour des raisons de mon travail peut être considéré comme du télétravail. Est-ce que je peux télétravailler? Est-ce que l'aménagement du territoire me le permet? C'est une question fondamentale pour demain. Et on voit bien que ces ruptures d'égalité-là, elles devront être traitées. Et donc, de manière générale, il y a des salariés, des travailleurs précaires, il y a des travailleurs qui n'étaient pas suffisamment reconnus, mais de manière plus globale, c'est leur écosystème de travail et de protection qui est sans doute réinterrogé aujourd'hui. Merci beaucoup. Julien Leclerc, est-ce que cette utilité sociale du travail, la valeur, la performance des salariés, est-ce que ça vous réinterroge, vous, dans votre entreprise? Parce qu'on le voit, on parle des caissières, des aides-soignantes, mais est-ce que ça a un impact dans le monde du travail de façon générale et pour tous les entrepreneurs? Est-ce qu'on s'interroge sur la valeur du travail des collaborateurs qu'on a dans son entreprise, forcément à cette période? Oui, on s'interroge toujours. On s'interroge d'abord, on est absolument convaincu que l'entreprise doit d'abord, avant tout, être un lieu d'épanouissement. Et moi, je suis animé par la conviction que l'entreprise aujourd'hui est sans doute le dernier lieu de vivre ensemble de la société. Avant, on vivait à 10, à 20, à 30 sous le même toit avec les cousins, les oncles, les tantes, les grands-parents, tout ça, c'est fini. Et aujourd'hui, l'endroit où on se retrouve tous les matins, tous les soirs, toutes les nuits pour certains, et où on est confronté à toutes ces problématiques liées au vivre ensemble, c'est l'entreprise. Tous les jours, quand on est dirigeant, et notamment d'une PME, on doit régler des problèmes ou des questions de lien social, de quête de sens, de place des hommes, de place des femmes, de place des jeunes, de place des moins jeunes. Tous les jours, on est confronté, on doit trouver des solutions liées à ce vivre ensemble. Et je crois que ce rôle de vecteur social, il est très mis en avant aujourd'hui. Et les gros questionnements qu'on a eu à se poser là, c'est comment assurer ce lien-là alors que nos boîtes sont soit fermées, soit en télétravail pour la plupart. Je serai très vigilant, moi, je suis toujours vigilant quand on parle de lutte des classes. Je pense qu'il y a certainement aujourd'hui une grande reconnaissance qui est rendue à des gens qui en avaient cruellement besoin et qui la méritent largement. J'ai lu des clivages plus que dans le fait que l'économie reposerait aujourd'hui sur des gens en back-office. Moi, je crois que j'ai vu quand même beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs et de gens qui ne feraient peut-être pas partie de ce back-office se battre pour les aider, leur rendre service, essayer de les accompagner, de les soutenir. Donc, je crois que l'économie repose sur beaucoup de gens et de classes différentes. En revanche, là où il y a une vraie détresse, c'est notamment dans des quartiers où il a été compliqué de se confiner, où il est compliqué de rester chez soi parce qu'il y a des situations sociales extrêmement désastreuses. Et je crois que ça vient appuyer le rôle hyper important de l'entreprise et du travail en général. Merci. Denis Maillard, vous aviez envie de réagir tout à l'heure. Alors, on parlait un moment notamment du télétravail, des télétravailleurs. Je ne sais pas si c'est là-dessus que vous aviez envie de réagir. Je vous ai vu faire un petit coucou dans le back-office de Zoom pour dire « Ah, j'ai envie de parler ».
On vous écoute. Oui, non, il y aurait plein de réactions, notamment sur cette notion de back-office et sur qui ça représente exactement et comment ça se structure. Loin de moi l'idée de vouloir d'abord, je pense que c'est une classe qui existe, qu'on peut décrire, mais qui malheureusement n'a pas, si on prend les termes, n'a pas de conscience de classe. C'est-à-dire que les situations après sont très 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 différentes en termes de mode de vie et que ça structure peu, ça rend peu homogène. Et loin de moi aussi de vouloir opposer éventuellement les travailleurs à leurs dirigeants. Je pense que les choses sont effectivement beaucoup plus complexes. Oui, sur le télétravail, je crois que Franck a complètement raison. Et je voudrais aller juste un peu plus loin parce qu'il y a un paradoxe qui se révèle autour du télétravail qui, moi, m'interroge beaucoup. On parle en français de télétravail. Dans les entreprises américaines ou très américanisées, on va parler de home office. Et le home office, si on traduit, c'est d'un côté la maison et de l'autre côté le bureau. Or, tout ce qui faisait les réflexions sur la qualité de vie au travail jusqu'à très récemment, c'était de savoir comment on faisait rentrer le home dans l'office, c'est-à-dire comment on faisait rentrer certaines spécificités de la maison dans le travail. En gros, venez comme vous êtes, sentez-vous chez vous, dans votre travail. Tout ça participait de la qualité de vie au travail. Avec ce confinement et donc ce télétravail massif, contraint, subi, rapide, c'est le travail qui rentre à la maison. Or là, quand le travail rentre à la maison, on s'aperçoit de quoi? Et ça va dans le sens de ce que disait Franck, que d'un seul coup, les conditions de logement deviennent des conditions de travail. Et qu'on n'est pas tous, pour le coup, dans les mêmes conditions de logement et donc, naturellement, dans les mêmes conditions de travail. Et ça, c'est extrêmement important. Et il y a un deuxième élément, c'est que la maison n'est pas l'espace où les règles du travail s'appliquent facilement. Et les règles du travail, alors le droit du travail, il va falloir penser à ces questions-là, mais tout simplement les règles qu'on est arrivé collectivement, et par le droit aussi, à mettre en place sur la déconnexion, sur les temps, etc. Ce que je vois, c'est effectivement, alors parce que aussi beaucoup de gens télétravaillent et que certains n'en avaient pas l'habitude, c'est que ces questions-là ont totalement volé en éclats et que d'une manière générale, alors pour le coup, pour tout le monde, qu'on soit en chômage, qu'on soit sur site ou qu'on soit chez soi en télétravaillant, le travail est d'une manière générale maltraité actuellement et que les conditions du télétravail reflètent vraiment ça. Merci Denis Maillard. Jean-Claude Mailly, dans ce confinement, comment est-ce que vous voyez les conséquences sur le climat social? Parce que là, actuellement, les entreprises sont un peu disloquées. Certains travaillent chez eux, d'autres ne travaillent pas, d'autres sur site. Il y a donc une sorte d'éclatement des entreprises. Mais est-ce que le climat social, à la sortie de ce confinement, est-ce qu'on aura juste, le confinement, ça aura été une pause dans ces tensions sociales? Est-ce que le confinement sera au contraire plutôt une sorte de cocotte minute qui va faire que quand on va sortir de cette crise aiguë, ça va exploser? Comment vous voyez ça sur le climat social des entreprises suite à cette crise sanitaire? Le micro, Jean-Claude, on ne vous entend pas, il faut que vous branchiez votre micro. En bas à gauche. Il est branché. Voilà, on vous entend. Non, je pense, si je veux simplifier un peu les choses, qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de salariés, etc., ont peur de tomber malade. Ça, il y a une forme de peur, ça c'est évident. Mais il peut y avoir une deuxième peur qui n'est pas encore complètement assimilée, je pense. C'est qu'à la sortie de cette crise, il risque d'y avoir des dégâts, non seulement en termes de pouvoir d'achat, mais je pense surtout des dégâts en termes d'emploi. On sait très bien que certaines entreprises travaillent déjà, je ne dis pas qu'elles vont les annoncer demain, mais travaillent déjà sur des PSE, par exemple. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que les conditions de la sortie peuvent conduire à une crise sociale importante.
S'il y a des centaines de milliers d'emplois qui disparaissent du fait de cette crise, si l'Europe, il y a une réunion importante aujourd'hui, si l'Europe n'arrive pas à cantonner d'une manière ou d'une autre ce que proposent les Espagnols, par exemple, une partie de la dette, et puis on dit vous la paierez beaucoup plus tard. Donc ça veut dire il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, vous avez, nonobstant les chômeurs qui étaient déjà indemnisés avant la crise, vous avez 12 millions de salariés qui sont pris en charge par l'État ou Pôle emploi. Il y a 10 millions de chômage partiel et 2 millions qui sont en arrêt maladie pour garder les enfants. C'est quelque chose d'inédit. On ne peut Est-ce pas que Jean-Claude Mailly, ça plaide pour le revenu universel? Il y a une question d'un internaute là-dessus. Est-ce que le revenu universel reprend du service avec cette crise? Peut-être, mais je crois que c'est prématuré en tout état de cause, parce que le revenu universel accordé à tout le monde, etc., c'est une forme de révolution. Faut pas se leurrer, ça n'existe pas aujourd'hui. Alors je dis pas qu'il faut pas tendre vers ça, mais je pense que c'est pas la première étape d'une certaine manière. Dans notre pays, il y a des minima sociaux insuffisants, et on voit très bien, par exemple, que quand une famille déjà est confinée à 4 ou 5 dans 40 mètres carrés, premier élément. Deuxième élément, qu'elle vit du RSA, de petits boulots, et que les enfants mangent à la cantine, aujourd'hui, ces familles-là, il n'y a plus de petits boulots avec le confinement. La cantine est fermée et ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'aspect sanitaire, certes, mais les conséquences économiques et sociales sont aussi très lourdes. Et donc, à partir de là, la sortie de crise sanitaire, je parle, la sortie de crise sanitaire et la reprise progressive du travail, ça dépendra de la manière dont les choses vont se faire, mais ça peut être quelque chose d'assez dur. Ça peut être dur économiquement, ça peut être dur socialement, ça peut être dur politiquement aussi. Merci beaucoup. Franck Hetzberg, sur vous qui êtes DRH, le climat social du groupe Vive à la sortie, des entreprises françaises de façon plus générale, comment vous le voyez quand on va sortir de ce confinement? Est-ce que le climat social va être apaisé ou au contraire terriblement plus tendu? Le climat social, c'est le résultat de l'addition de situations individuelles vécues par chacun. Il y a une chose qui est importante, c'est que on parle de chômage partiel, mais le chômage partiel pour beaucoup de nos concitoyens, c'est une perte de revenus. Et il faut le dire de manière très concrète, c'est avant tout une perte de revenus. Au moment où on parle de crédit ou de remboursement d'emprunts pour des entreprises qui peuvent être gelées, des charges qui peuvent être suspendues et reportées à plus tard, pour un certain nombre de foyers, ces dettes personnelles, ces crédits, ces traites sont toujours à payer aujourd'hui. Et donc, le cumul de la perte de pouvoir d'achat, le cumul de cet endettement, pour le coup, il ne disparaît pas et à un moment donné, il fera naître, ça a été dit, il fera naître des situations personnelles et individuelles très compliquées. Le climat social sera le résultat de tout ça. L'incertitude par rapport à l'emploi et à sa préservation, l'incertitude par rapport à la capacité de relever au niveau personnel les dettes du foyer en particulier, la manière dont chacun aura vécu l'abandon qu'il peut percevoir de son organisation, de l'État ou pas, tout ça va donner un climat social plus ou moins détérioré. Quelle est la confiance dans l'avenir? Le climat social, c'est aussi une question qui est interrogée sur la confiance dans l'avenir. Et aujourd'hui, on voit bien que cette confiance, elle est largement entamée. Alors, dans les entreprises, si le climat était un climat respectueux, le climat social, c'est pour moi avant tout la qualité du dialogue social. Je parlais lors de ma première intervention de l'importance des corps intermédiaires que l'on a voulu trop rapidement évacuer pour aller dans un contact direct avec la population, que ce soit au sein du groupe Vive ou dans les autres organisations, s'il y a un dialogue social respectueux, s'il y a une capacité collectivement à engager des réflexions stratégiques et très concrètes et aussi opérationnelles sur l'avenir, nous serons en mesure de faire en sorte que le climat social ne se détériore pas dans nos organisations. Mais néanmoins, on voit bien que les inquiétudes dépassent simplement nos entreprises. L'effet cocotte-minute, il est évident.
On joue sur plusieurs polarités, hein. Denis l'a évoqué, les Gilets jaunes mettaient en avant cette société des travailleurs invisibles, cette société du back-office. Ils sont mis en première ligne, pour reprendre les expressions du président de la République, en première ligne sur le front. Ils attendront une nécessaire reconnaissance. À ce moment-là, le climat social sera de nature à fortement se détériorer si nous ne sommes pas au rendez-vous de la promesse qui a été faite. Il y a beaucoup d'engagements qui sont prononcés aujourd'hui. Nous devons changer, nous devons réfléchir à la manière dont notre société doit évoluer. Si nous ne sommes pas en capacité de bien adresser ces questions-là, forcément que le climat social va se dégrader. Nous, il y a une chose qui est assez évidente, c'est qu'elle repose dans notre organisation, hein, le groupe Vive, elle repose la question je le redis, de la reconnaissance des collaborateurs. On va plutôt y travailler au titre de la protection sociale. Il nous semble qu'il y a des éléments de cette reconnaissance qui doivent être retravaillés. C'est le premier enseignement que nous en tirons. Comment assurer une couverture sociale de meilleur niveau, notamment pour les emplois qui sont les moins rémunérés aujourd'hui. Merci beaucoup. Julien Leclerc, l'état d'esprit des salariés dans l'après-confinement, ce climat social, on est dans la cocotte minute qui va un peu nous exploser à la gueule, si je peux me permettre cette expression, au moment où on va sortir de ce confinement. Oui, il y a des chances. Denis a soulevé quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'on va être confronté, et on est déjà confronté, on se pose déjà beaucoup de questions sur la façon dont on va pouvoir animer l'entreprise, parce qu'on vient quand même de vivre quelques mois de changement de vie assez radical, hein. On a beaucoup mis en avant tous ceux qui se déconfinaient pas, tous ceux qui se confinaient pas, pardon, et tous ceux qui n'écoutaient pas les consignes. Il y a quand même des millions et des millions de gens qui ont complètement changé de vie très très vite. Et nous, qu'on soit des RH ou dirigeants d'entreprise, chefs d'entreprise, on va être confrontés à plein de nouveaux enjeux, à mon avis, sur comment animer une communauté dans l'entreprise. Et je pense que les prochaines études sur le bien-être, les aspirations au travail vont être franchement passionnantes. Il y a beaucoup de gens, notamment dirigeants aussi, hein, qui disaient détester le travail à la maison et qui aujourd'hui se rendent compte que finalement ils aiment bien ça. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de nouvelles attentes, de pas mal de nouvelles demandes et auxquelles il va falloir répondre. Bien sûr, quand il y a une situation économique catastrophique comme elle l'est aujourd'hui, d'une ampleur inédite, on va forcément être confronté à un climat social extrêmement compliqué. Il va falloir qu'on soit hyper vigilant en tant que dirigeant sur la détresse sociale qui est effectivement très individuelle, parce qu'elle est le climat social, je suis complètement en phase avec Franck, c'est l'addition de situations individuelles avant tout. Il va falloir qu'on soit très vigilant, ce qui n'est pas simple, parce que c'est souvent aussi des sujets perso qui sont derrière. On est aujourd'hui, comme on est chez nous, on est confronté... ce qu'on prend avant tout dans la gueule en ce moment, c'est les choix perso qu'on a fait. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout heureux en fait, de ces choix perso. Et ça, c'est pas toujours simple d'y avoir accès quand on est entrepreneur. Je vous livre moi, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui ne va pas bien dans ma boîte. Je l'ai su hier. Ça fait 6 semaines que je ne l'ai pas vu. Je l'aurais vu la semaine dernière. J'aurais certainement pu le voir avant et j'aurais pu le régler. Mais voilà, les échanges sont évidemment particuliers. On a moins accès aux gens. Donc, il faudra qu'on retrouve cet accès et qu'on arrive à prévenir tout cas de détresse sociale. Franck a aussi soulevé quelque chose tout à l'heure sur lequel je voulais rebondir, c'est la disparité. On ne va pas vivre la même chose en fonction qu'on ait une PME ou un grand groupe. Et je crois qu'une fois de plus, elle l'avait déjà fait en 2008, les PME vont avant tout s'attacher à sauvegarder l'emploi le plus possible. Et on va aussi s'attacher vraiment à être en contact permanent avec nos équipes qu'on sera contente de retrouver, pour essayer de prévenir ces situations de détresse. Jean-Claude Mailly, est-ce que le rapport au travail, la relation, l'aspiration au travail, est-ce qu'elle va changer avec cette crise? Chacun s'est retrouvé chez lui à se poser des questions. Est-ce qu'on sort avec les mêmes relations, la même envie de travail d'une crise comme ça, ou est-ce que ça va réinterroger forcément les salariés, leurs dirigeants, sur le rapport au travail qu'on a en France? Oui, je pense que ça va effectivement être un des sujets, mais là, ça va plus, je pense, se jouer sur une forme à la fois de reconnaissance. Est-ce qu'on est reconnu dans ce que l'on fait? Je crois que ça va être un des éléments clés. Et c'est pas, comme le disait Franck, c'est pas uniquement, même si ça joue, une question de pouvoir d'achat, c'est aussi une question de reconnaissance humaine, de dignité, etc. Ça va jouer. Il va y avoir les évolutions à suivre sur le télétravail. Effectivement,
C'est pas toujours aussi simple que ça, même si je pense qu'il y a une étape qui vient d'être franchie quand même en termes de volume, je dirais, sur le télétravail. Et puis, on va devoir retravailler les organisations du travail. Prendre un exemple, je ne suis pas le seul à le dire, mais quid de l'avenir des open space demain? Voilà, par exemple, c'est un des éléments qui va se poser dans les semaines et les mois à venir. Mais, et dernier point, ce qu'on appelle les corps intermédiaires ou les organisations syndicales ou patronales, moi je pense que cette période doit être aussi une période où on redécouvre, alors je ne dis pas dans l'entreprise, parce qu'il y a des entreprises où ça se passe très bien. Vous savez, regardez par exemple une entreprise comme Toyota, je prends cet exemple, qui vient de redémarrer. Les salariés disent finalement, il y a eu une négociation avec les syndicats, vu la manière dont les choses se passent, je me sens plus en sécurité aujourd'hui quand je suis au travail que quand je suis dans la rue ou en train de faire mes courses. Voilà. Donc tout ça, ça va. Il faut redonner au dialogue social. Alors la responsabilité, elle est partagée. Hein, elle est aussi parfois syndicale, la responsabilité, mais redonner au dialogue social, c'est-à-dire à la négociation, un rôle important. Quand je disais tout à l'heure que ça montre aussi les faiblesses de l'État dans son organisation aujourd'hui. Hein, il faut que du côté de l'État, au sens générique du terme, on fasse plus confiance à la fois aux organisations syndicales, à la négociation collective, mais également aux maires et aux présidents de conseils départementaux. Je pense qu'il faut savoir donner plus de confiance aux gens qui sont sur le terrain, avec des règles plus identiques possibles, mais qui aient cette confiance. Et le dialogue social, qui a quand même beaucoup souffert depuis quelques années, je pense que c'est le moment de le revitaliser. On voit très bien que dans les entreprises où il y a un dialogue social nourri bien avant la crise, etc., en général, c'est par exemple celles qui arrivent à déconfiner le mieux possible parce qu'il y a une relation de respect et de confiance qui existe. Merci Jean-Claude Maillet. Denis Maillard, sur cette question de la reconnaissance, de la dignité, c'est des mots que vient d'employer Jean-Claude Maillet, reconnaissance, dignité, est-ce que c'est une des clés du management de demain pour sortir de cette situation? Reconnaissance, dignité, est-ce que c'est là que ça va se jouer, notamment avec tous ceux qui ont bossé dans des conditions difficiles pendant toutes ces semaines de confinement? Oui, je crois que la question de la reconnaissance est derrière de la dignité du travail, au travail, par le travail, vont être posées de manière très forte. Moi, je ne suis pas très optimiste sur cette question-là. Je pense que si on attend une reconnaissance salariale, les marges de manœuvre seront malheureusement très faibles. Et donc, il faut trouver d'autres voies de passage. Je pense que la question de la reconnaissance des compétences acquises et ce que Franck disait tout à l'heure sur la performance prescrite et la performance réelle, je crois que ça, il y a une voie très intéressante là-dessus. Sur la question de la pénibilité, c'est-à-dire que tous ces travaux de back-office sont c'est des métiers particulièrement pénibles, sauf que le schéma de pénibilité qu'on a en tête, c'est le monde industriel. On a changé de monde et il faut le prendre en compte. Donc la reconnaissance, ça va être difficile. Je voudrais revenir sur deux, trois choses qui ont été dites et qui me semblent extrêmement importantes autour du dialogue social, autour de choses comme ça. Aujourd'hui, alors c'est à vérifier, mais en tout cas pour ce que je vois, moi, à mon niveau, une trentaine de DRH avec qui je peux parler, on est dans un moment de grande intensité du dialogue social. Alors, il n'y a pas forcément des accords, il n'y a pas forcément, etc., mais où les évolutions, la mise en télétravail, le chômage partiel, la reprise demain avec le déconfinement, tout ça est discuté dans les CSE avec les organisations syndicales. Et ça, c'est extrêmement important. Est-ce que demain, ça restera? J'espère. Mais en tout cas, il faudra… puisqu'on a pris des métaphores guerrières avec le président la première fois l'a pris, effectivement, dans la lutte, on a été ensemble. J'espère que demain, les employeurs n'oublieront pas que les syndicats étaient aussi dans la lutte à leur côté. Ça, c'est une chose importante. Deuxième chose, la communication interne. La machine à café, ça ne fonctionne plus. Donc, la communication interne, aujourd'hui, fonctionne bien et fonctionne beaucoup. Demain, il faut que ça soit quelque chose qui reste. Troisième élément, l'obligation de santé et de sécurité. C'est quelque chose qui est parfois décrié. C'était une obligation de résultat, c'est devenu une obligation de moyens renforcés.
je crois qu'aujourd'hui, là je vais dans le sens de Jean-Claude Mailly, certains salariés se sentent effectivement mieux protégés parce qu'il y a cette obligation de santé et de sécurité des employeurs et que les entreprises font ce qu'il faut pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Après, si on revient sur les questions de travail, il y a 3 choses là-dessus. Revenu universel, moi je crois que la période qu'on vit en ce moment est une contre-publicité grandeur nature, contre-publicité pour le revenu universel. C'est-à-dire que le travail redevient quelque chose d'essentiel parce qu'on en est privé, parce qu'il est maltraité, parce qu'on voudrait que ça soit autrement. Alors, il faut sans doute réorganiser les questions de reconnaissance, les questions d'utilité, les questions de sens, mais je ne crois pas que le revenu universel soit à l'ordre du jour. Après, sur les corps intermédiaires, alors ça rejoint la question du dialogue social. Il y a un groupe qui, j'ai peur, demain fasse les frais de la désintermédiation dont ont été victimes les organisations syndicales, notamment on l'a vu avec les Gilets jaunes. C'est cette hiérarchie intermédiaire, ce management intermédiaire qui aujourd'hui, je crois, est assez malmené dans les entreprises, soit en télétravail, soit quand les gens sont sur site et sont managés à distance. Demain, quand l'activité va reprendre, beaucoup de gens vont dire on a fait sans eux, est-ce qu'on a encore besoin d'eux? Alors, ce n'est pas vrai partout. J'ai des exemples d'entreprises où, au contraire, les managers de proximité ont été très aidants, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'exemples où les gens n'étaient pas au rendez-vous et que les équipes se sont auto-organisées. Et dernière chose, et je m'arrête là, hein, je suis désolé d'être un peu long, les clivages de demain, la révolte de demain, les risques de demain autour d'un climat social dégradé, moi, je ne le vois pas tellement dans l'entreprise. Et c'était déjà la leçon des Gilets jaunes. Je le vois beaucoup plus sur la question des modes de vie. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec, et je le disais tout à l'heure, le télétravail révèle les conditions de logement de chacun. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 Frances qui, me semble-t-il, tendent à s'éloigner. Une France qui vit plutôt pas trop mal la situation, c'est celle qui met en avant les tutos de yoga, le pain fait à la maison, l'apéro sympa. Et puis, il y a une autre France, c'est celle dont celle-là va se moquer parce que dès qu'il est possible d'aller au McDo Drive, les gens y vont. Et je crois que demain, la question des modes de vie, la question de la consommation, de comment est-ce qu'on consomme, est-ce qu'on consomme des biens matériels et de quelle manière on peut les consommer, est-ce qu'on consomme de l'immatériel, de la culture, des biens collectifs, de l'authenticité, du soin, etc., va se poser. Je crois que les clivages se feront là-dessus, plus que sur le travail, même si le travail est extrêmement, extrêmement important. Merci Denis Maillard. Franck Herzberg, je voudrais vous faire réagir sur un point de ce que vient de dire Denis Maillard, qui est les managers intermédiaires très malmenés. On se serait rendu compte qu'on n'avait pas forcément besoin d'eux pendant cette crise. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou est-ce que vous avez au contraire le sentiment que ces managers intermédiaires ont été des clés pour les entreprises dans le moment du confinement? Je pense que on est plutôt dans une zone grise. C'est pas d'un côté noir et d'un côté blanc. Il y a une chose qui est évidente, c'est que là, le management intermédiaire et le management en général a eu beaucoup plus d'importance au regard du terrain, c'est-à-dire quel est le rôle qu'il peut jouer auprès d'une équipe, que plutôt quel est le rôle qu'il peut jouer pour ses dirigeants. Je joue sur les mots, mais on avait ces dernières années des managers qui étaient occupés beaucoup par les questions du reporting vers le haut. Et là, on a plutôt des managers qui sont plutôt orientés vers le bas, c'est-à-dire incarnés dans la relation. Julien l'a évoqué tout à l'heure, l'entreprise est sans doute un des derniers lieux de sociabilité. Une fois que l'armée pour les hommes, l'armée obligatoire a disparu, l'école républicaine, on connaît ces divisions aujourd'hui, l'entreprise reste ce lieu de sociabilité. Et il faut un agent de l'intelligence relationnelle dans les entreprises. Je crois que le manager a cette fonction-là. Et c'est d'ailleurs sa fonction première. Les gestionnaires des entreprises, management viennent de là, mais les gestionnaires des entreprises, et notamment les dirigeants, voyaient dans le manager plutôt celui qui faisait remonter l'information et qui tenait l'architecture de process. Et
ce dont on s'aperçoit, moi je suis d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à côté des architectures de process, il y a avant tout des architectures humaines dans nos entreprises. Et ces architectures humaines, elles doivent vivre par le biais d'un management qui doit s'y consacrer essentiellement, se consacrer à l'évolution des compétences, doit se consacrer au parcours professionnel, doit être là pour assurer un travail de qualité au bon moment, bien faire le travail au moment où il faut bien le faire. Ça, c'est le rôle du management. Et aujourd'hui, on s'en rend compte. Alors, ce dont on s'aperçoit, c'est la vacuité, je l'utilise ce mot un peu fort, de certaines missions des managers. On voit bien aujourd'hui que le télétravail nous oblige à renoncer à certaines formes de réunion. On voit bien que le télétravail, où il n'y a pas que le télétravail, l'urgence, on ne va pas parler que des télétravailleurs, beaucoup ne télétravaillent pas. On voit bien que l'urgence, elle est plutôt un travail opérationnel, logistique et autres, par exemple, plutôt qu'à des reportings. Et ça, c'est important. Il faudra que les dirigeants, et au premier chef, tous les dirigeants que l'on connaît, mais notamment aussi ceux qui animent les DRH, que l'on se pose la question de cette organisation du travail. Jean-Claude Mailly l'a souligné, l'organisation du travail. Un sujet dont les DRH, par moments, c'était un petit peu défait. L'organisation du travail est ce qui a véritablement de la valeur dans l'organisation du travail. Sans doute qu'aujourd'hui, le management a encore plus de valeur dans l'incarnation de la relation avec les collaborateurs, de toutes parts, de la relation avec l'écosystème de l'entreprise. Il n'y a pas que ce qui se joue dans l'entreprise, il y a ce qui se joue avec les partenaires de l'entreprise. Aujourd'hui, les interdépendances économiques sont prouvées, mises en avant comme jamais. Quand vous avez un prestataire qui menace de fermer, de mettre la clé sous la porte parce que son client principal a décidé, on a vu des exemples, de ne pas honorer des factures, de pas machin, on voit bien que le management aussi peut avoir ce rôle avec les écosystèmes de l'entreprise. Donc, zone grise, c'est pas on peut s'en passer ou pas, ça dépend aussi de l'attitude de chacun. Et là, il y a une responsabilité de l'employeur, on peut se le dire à un moment donné. Il y aura une mémoire de l'émotion. On va faire en sorte que les processus nous fassent oublier cette mémoire de l'émotion que nous vivons. Mais si le manager a été, et si l'entreprise a demandé à être proche des collaborateurs, sans doute qu'on s'en souviendra. Si l'entreprise, dans ces moments de difficulté pour chacun, a plutôt dit bah, écoutez, ce qui compte, les gars, c'est le travail, et nous vivons dans une société de risques, comme je l'ai déjà entendu d'autres entreprises, prenons des risques parce que ce qui compte, c'est la production, on s'en souviendra aussi. Et le management, là, a un rôle essentiel à jouer. Franck Hatzler, merci. Julien Leclerc, je dois vous faire réagir sur la vacuité de certaines missions dans l'entreprise, de la nécessité de réorganiser le travail, parce qu'on s'est rendu compte avec cette crise que certaines missions probablement ne servaient à rien. Qu'est-ce que ça vous dit à vous qui êtes dirigeant? Est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée que certaines missions sont vaines et qu'il faudrait surtout les abandonner à la sortie de ce confinement? Oui, alors je pense que chacun, je resterai très humble. Je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Jean-Claude en tout début. Il n'y a pas de grand spécialiste de ce qui se passe, ça n'est jamais arrivé. Donc il faut qu'on reste très humble dans nos prises de position. Chacun tirera les conclusions. Moi, j'espère profondément qu'on saura faire évoluer nos façons de faire vivre cette organisation humaine qu'est l'entreprise. J'espère qu'on saura changer des choses et qu'on saura adapter nos fonctionnements. Il y a beaucoup de réunions qui servaient à rien qu'on faisait. Il y a beaucoup de fois où on exigeait de voir les gens physiquement, ce qui engendrait et des frais et de la pollution et prenait du temps à tout le monde et que c'est pas utile et que la visio remplit son rôle. J'espère qu'on saura faire évoluer nos façons de faire. On a beaucoup parlé de reconnaissance. Pour le coup, je ne crois pas que ça soit très nouveau. Ça fait un moment que la reconnaissance, l'ambiance, le respect, le fait de faire un métier intéressant, d'être considéré, d'être écouté, sont des choses qui sont très en haut quand on fait des enquêtes sur la qualité de vie au travail, sur les aspirations au travail. La reconnaissance est tout en haut depuis longtemps. Donc, ça fait un moment qu'on y est confronté et ce n'est pas un sujet simple quand on est dirigeant. Ce qui est très nouveau, Denis l'a dit tout à l'heure, et assez passionnant sociologiquement parlant, c'est que dans les critères sortait assez haut effectivement le respect de la vie privée dans le travail. Et comme Denis, je crois que ça peut un peu s'inverser et j'attends de voir ça avec impatience. Je crois qu'on va nous demander de respecter le travail dans la vie privée et ça peut être assez rigolo. Là où encore une fois, je suis pas totalement en phase avec ce qui est dit, c'est que
on dit beaucoup que la lutte des classes est exacerbée, que les clivages sont exacerbés. Moi, j'ai quand même l'impression, au contraire, qu'on a été aujourd'hui, comme on est confronté à des peurs très intimistes, hein, on parle de la peur d'être en mauvaise santé, la peur pour ses proches, la peur de la mort, on est quand même sur un certain pied d'égalité. Et là où je suis complètement d'accord avec Franck sur le fait qu'en plus, on est sur des choses très émotionnelles. L'émotion s'est invitée dans toutes les sphères de l'entreprise et même dans des branches dans lesquelles habituellement elle ne s'invite pas. Et j'espère qu'on saura se rappeler. Je crois que c'est Denis qui disait les entreprises se rappelleront que les syndicats étaient à leur côté. J'espère que les syndicats se rappelleront que les entreprises se sont bien comportées et qu'elles ont bien été confrontées aux mêmes peurs. Je crois que là, de très loin, et c'est au CJD, on a dû répondre à ça, beaucoup discuter avec nos adhérents là-dessus, de très loin, la première inquiétude des entrepreneurs, c'est la santé de leurs salariés. La première inquiétude et le premier enjeu, c'était de protéger les salariés. Il faut quand même rappeler que la deuxième semaine après le confinement, il y a des branches entières qui se sont fait engueuler, pardon pour le terme, par le gouvernement parce qu'elles avaient soi-disant fermé trop vite. Et aujourd'hui, on parle de déconfinement. La première inquiétude qui subsiste et toutes les questions qui nous arrivent, c'est comment je peux déconfiner et maintenir la sécurité de mes salariés. On me demande de mettre des masques et je n'ai pas de masque, etc. etc. Donc, je suis complètement en phase sur le fait qu'il y ait une mémoire de l'émotion. J'espère qu'on saura se rappeler qu'on l'a tous ressenti et qu'on a tous été dans le même bateau et qu'on a essayé d'agir au mieux dans l'intérêt de chacun. Merci Julien Leclerc. Jean-Claude Mailly, sur cette mémoire de cet événement, est-ce que vous pensez qu'à la sortie de ce confinement, est-ce que les salariés auront en mémoire, garderont longtemps en mémoire la façon dont leur entreprise s'est comportée avec eux, leurs chefs, leurs dirigeants, leurs collègues? Est-ce que ça va marquer pour les mois ou les années à venir la vie dans l'entreprise? Ah, mais j'en suis convaincu. Dans les entreprises où les choses se seront passées, je veux dire correctement, mais ça veut dire que ce sont en général les entreprises où elles se passaient correctement avant. Hein, il y avait déjà une relation de dialogue social ou de négociation, peu importe, mais qui se passait bien. Donc dans ces entreprises-là, c'est aussi celles qui, par exemple, je prends un seul exemple, quand il a fallu mettre en place les CSE, les comités socio-économiques, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs, c'est celles qui n'ont pas oublié, je parle des plus grosses entreprises, qu'il fallait encore des représentants de proximité, par exemple. Voilà, donc ils n'ont pas raisonné uniquement en disant, voilà, on va économiser tant avec cette réforme. Voilà, donc c'est lié, ces entreprises-là, la mémoire va rester chez les salariés. Et mais même, je dirais même quand ils seront partis en retraite, dans l'entreprise, la mémoire restera du comportement de ce genre de choses. Et moi, je pense que la logique de cette période voudrait, par exemple, que tout ce qu'on appelle RSE, quel que soit le cycle, demain ait plus d'importance dans les entreprises. Hein, alors, c'est pas simplement au sein de l'entreprise, c'est dans l'entreprise par rapport à son écosystème, par rapport à ses sous-traitants, par rapport aux collectivités, etc. Je pense que ça, on va y aller progressivement. Ça devrait jouer comme un accélérateur. Mais il va falloir être vigilant parce qu'il va y avoir aussi à un moment donné, pour des raisons économiques et financières, une tendance à mettre ça de côté pour certains. On verra ça plus tard. L'urgence, c'est de retrouver une compétitivité, de retrouver, voilà. Donc, ça va faire partie, mais en tous les cas, je suis persuadé que ça fera partie des débats. Merci Jean-Claude Mailly. Alors, on arrive, il est 9h28, donc on arrive déjà au bout de cette heure de débat. C'est frustrant parce qu'on a l'impression qu'on pourrait continuer encore très longtemps. Je vais vous demander à chacun, en 30 secondes, vraiment de façon assez synthétique, s'il vous plaît, de nous donner un dernier un conseil, quelque chose que vous avez envie de dire aux dirigeants, compte tenu de ce climat social, de ce qu'on vient de vivre, un message que vous avez envie de faire passer, positif, négatif, un conseil, une idée, pour des dirigeants par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Denis Maillard, je commence avec vous. Je sais que c'est difficile. Un conseil, une idée, quelque chose que vous avez envie de partager en 30 secondes. Un conseil, ça serait un peu présomptueux, mais plus une réflexion générale. S'agissant des dirigeants d'entreprise, je crois que ce qui fait la différence en ce moment, ce n'est pas tellement la transparence. On voudrait beaucoup de transparence, etc. Mais c'est la clarté. Et la clarté, c'est quoi? C'est dire, et c'est extrêmement compliqué dans l'imaginaire un peu démiurgique qu'il y a chez les dirigeants d'entreprise, c'est de dire, voilà ce que je sais, voilà ce que j'ignore, voilà ce que je suppose,
Et on est dans l'incertitude. Je crois que c'est Franck tout à l'heure qui parlait de manager dans l'incertitude. Je crois que très précisément, c'est ça et c'est extrêmement important. Et que cette clarté-là, avec les partenaires sociaux, avec les salariés, avec l'écosystème de l'entreprise, je crois que c'est ça qui fait aujourd'hui et demain la différence pour un dirigeant. Merci beaucoup, Denis Maillard. Franck Herzberg, même question, même une réflexion, un conseil, une idée à partager. Oui, c'est une question que je me pose. Donc, ça n'est pas du tout un conseil. Le moment de la reprise pour ceux qui vont devoir reprendre, mais le moment du rassemblement, du retour dans l'entreprise. Pour ceux qui continuent à travailler en télétravail ou pas en télétravail, est un moment important. Nous sommes dans des sociétés de rituels. On l'a bien vu tout au long de cette crise et on le voit encore, les rituels de deuil et autres. Il y aura pour les dirigeants à assumer un rituel de, pardon pour le terme, de purge émotionnelle ou de partage de l'émotion. Ce qui fera sens pour demain, ce qui fera sens d'être ensemble demain, c'est le dirigeant qui en a la clé, c'est la capacité au moment où on va se retrouver de gérer cet instant-là. Ce moment où Denis a évoqué le home office, où le travail rentre dans la maison. Mais il y a aussi une chose, c'est que la maison est rentrée dans le travail. Quand, et là on les voit pas, lors de mes visios tout au long de la journée, c'est insupportable, mais on voit mes filles derrière moi, mes filles rentrent dans le travail. Et il va falloir retrouver le curseur du juste endroit entre le perso et le pro dans l'entreprise, comment est-ce que l'on va pouvoir partager les émotions que nous avons vécues et comment est-ce qu'ensemble on se dirige vers l'avenir dans l'incertitude. Et ça, je pense qu'il y a un rituel à inventer. Chacun en est le propriétaire et chacun en est le créateur. L'importance du collectif à ce moment-là est déterminant et il me semble qu'il nous faut travailler non pas à l'après-confinement seulement sous l'angle de économique et autres. Il y a ce travail à faire du moment où on va tous se retrouver qui est très très important parce qu'il sera fait aussi, il sera empreint d'inquiétude. Tout le monde n'aura peut-être pas envie de revenir comme on peut l'imaginer aujourd'hui. Merci beaucoup, Franck Herzberg. Jean-Claude Mailly, une question, une remarque, une idée, quelque chose à partager avec les dirigeants. Non, mais je pense que les dirigeants doivent travailler de manière transparente, claire, par le dialogue social dans l'entreprise sur le déconfinement. Donc, je pense que c'est un élément important parce que moi, dans mes inquiétudes aujourd'hui, j'ai dit sous une forme brutale dans un média, il ne faudrait pas que les morts indirects du Covid soient plus nombreux que les morts du Covid. Voilà, c'est brutal, mais je rappelle que, par exemple, dans le monde, il y a 9 millions de personnes qui meurent de faim chaque année. Donc, il faut relativiser tout ça aussi. Mais donc, le déconfinement doit être un instant de valorisation fort du dialogue social. On recrée de l'esprit d'équipe, on recrée du collectif, dans le respect individuel, mais on recrée du collectif. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly. Julien Leclerc, vous aurez donc le mot de la fin, une idée, un conseil pour les dirigeants. Vous êtes dirigeant, mais une idée, un conseil pour votre confrérie de dirigeants. D'abord que soyez confiants, vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls. Tous les problèmes que nous vivons et que nous traversons aujourd'hui, qui habituellement feraient pousser de l'urticaire à n'importe quel dirigeant, problèmes économiques, fermeture, problèmes d'approvisionnement, retard de livraison, que sais-je, tout est entendable, tout peut se dire. Il n'y a aucune honte aujourd'hui. Soyez confiants, gardez vos valeurs, respectez vos valeurs, restez humains avec vos salariés, avec vos fournisseurs. Soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous faites parce qu'on est des vrais acteurs aujourd'hui de ce qu'on est en train de vivre. Et soyez confiants parce que le monde de demain, si j'ai une certitude, c'est que nous saurons l'inventer. Et on saura l'inventer parce qu'on est un peuple créatif, on est un peuple de râleurs, certes, mais on est un peuple hyper résilient. Et encore une fois, s'il y a une chose que l'on peut retenir de la crise que l'on traverse, c'est qu'on saura l'inventer et qu'on saura l'inventer ensemble parce qu'on a vraiment envie et besoin de vivre ensemble. Merci, Julien Leclerc. On finira donc sur ces mots optimistes. Je voudrais remercier très chaleureusement Jean-Claude Mailly, Denis Maillard, Franck Herzberg et donc Julien Leclerc pour ces échanges. Merci à vous qui nous avez écoutés. Vous pouvez continuer à commenter, liker et puis en replay cette émission. Donc vous pouvez la regarder à nouveau et surtout la faire regarder à d'autres si vous l'avez jugée intéressante. On va nous se retrouver la semaine prochaine, mais pas mardi.
Mais jeudi, à partir de la semaine prochaine, les conférences digitales du CJD passent en rythme hebdomadaire. On a décidé de prendre un peu nous aussi, de prendre un peu plus le temps et de reprendre un peu de souffle. Donc, ce sera dorénavant uniquement le jeudi à 8h30, 8h30, 9h30. Et pour bien parler de ce nouveau rapport au temps qu'on a aussi au CJD, justement la semaine prochaine à 8h30, le sujet sera ce que change le Covid-19 dans notre rapport au temps. Voilà, sujet à la fois philosophique, mais qu'on essaiera aussi de rendre un peu opérationnel. Merci à tous. On se retrouve donc la semaine prochaine. Et puis d'ici là, évidemment, vous vous portez bien et vous prenez soin de vous et des autres. Merci encore.